Nous terminons ce cours sur les guerres et la paix sous Louis XV et sous Louis XVI. Par quelques notes sur la marine, ensuite nous verrons la question du rattachement de la Lorraine à la France. Ce sont trois annexes. La Lorraine, Frédéric II, Marie-Thérèse, donc deux grands européistes, on pourrait dire aujourd'hui. Tout d'abord, quelques mots sur la marine et les colonies sous les deux rois du XVIIIe siècle. Alors, je vous rappelle simplement qu'il y a eu une armée, une marine qui a été établie par l'œuvre de Colbert essentiellement. D'abord Richelieu qui donne les principes, début de réalisation, puis tout tombe parce que c'est l'affront des organisations, la guerre des 30 ans contre l'Espagne, bref. La marine est reprise en main par Colbert qui en fait alors une véritable marine royale, une marine puissante, 381 vaisseaux et frégates, avec artillerie, bateaux rapides, et une marine qui a combattu, donc qui a de l'expérience et qui s'est quasiment toujours bien comportée face à des marines plus expérimentées, voire plus nombreuses, Espagne, Angleterre, Hollande. Donc contre l'Espagne, pendant la guerre de 30 ans et la guerre d'Espagne, contre les Hollandais, 1672-1678, contre la Hollande et l'Espagne, même période, la Hollande alliée aux Anglais, 1688, jusqu'à la fin d'ailleurs 1713. La marine française, les Français ont commencé leur conquête, on pourrait dire, de la marine et la conquête du monde, n'est-ce pas, donc c'est le début de l'ère coloniale. Le traité d'Utrecht en 1713 a ôté à la France la sciento pour 30 ans aux Anglais, Terre-Neuve, la baie de Somme, l'Acadie et l'île de Saint-Christophe aux Antilles. Bon, c'est vrai encore suffisamment, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer l'expansion coloniale et maritime. En Terre-Neuve, on a gardé d'ailleurs le droit de pêche pour les pêcheurs français. Deux grands espaces commerciaux, donc au XVIIIe siècle, l'Atlantique avec les Antilles et puis l'océan Indien. Et vous avez des Normands qui se sont illustrés, qui ont posé des jalons au XVIIe siècle, c'est Beaulieu et Duquesne. Dans l'océan Indien, c'est surtout une action commerçante, une marine commerçante. Les militaires n'ont pas de base pour ravitaillement et échange. Alors comment peut-on donner une vision générale et rapide de la marine française? Tout d'abord, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, sous Louis XV comme sous Louis XVI, il y a eu de grosses avancées intellectuelles et techniques. D'abord grâce à une administration de la marine plus performante, par exemple avec la création du dépôt des cartes et des plans en novembre 1720, encore une œuvre de la Régence. Le premier garde de ces cartes et plans est Albert de Luynes. Création ensuite de l'Académie de Marine, 1752. L'École royale de marine, août 1773. Donc formation d'un personnel maritime assuré, systématisé. Les explorateurs français se sont illustrés au XVIIIe siècle. En 1736,
mission à Quito et en Laponie pour mesurer la forme exacte de la Terre. C'est le ministre Maurepas qui a demandé ceci à Boumière, Godin et le plus célèbre, la Condamine. Voyage au monde autour du monde, Bougainville, c'est en novembre 1766 jusqu'à mars 69. Visite des terres australes par Marion Dufresne, 1771, 1773. Et puis, la fameuse expédition de la Pérouse qui a été tracée par Louis XVI à partir de août 1785. Jusqu'à février 88. La Pérouse meurt en cours d'aventure. Il n'y a pas vraiment de possession obtenue, mais c'est une espèce de expédition, voyage de prestige. Et puis aussi d'observation de tout genre, culturel, ethnique, climatique, bien sûr économique. On peut terminer cette liste en signalant ces avancées techniques de la marine, des vaisseaux de ligne rapides, en particulier doublés de cuivre, ce qui rend les coques plus solides. Et puis vous avez un nouveau système de signal qui est mis en place par le chevalier du Pavillon en 1763. Cela nous amène, ces progrès techniques, ce développement des courses, qu'elles soient commerciales ou militaires, par la France, mais aussi par les autres marines et les autres pays, aboutit à l'établissement d'un premier droit international maritime. C'est Catherine II, ce qu'on appellera la neutralité armée du 9 mars 1780. Neutralité armée qui prévoit la protection des convois neutres, du commerce, les règles de blocus. Tous les pays d'Europe vont adhérer à cette neutralité armée, sauf la Grande-Bretagne, qui de toute façon cherche toujours, non pas ses intérêts forcément, si bien sûr, mais surtout son indépendance. C'est le grand principe, n'est-ce pas, de la diplomatie anglaise que vous trouverez jusqu'au XXe siècle compris. Surtout ne pas s'engager. C'est un peu ça le principe diplomatique de base fondamental des Anglais, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, en particulier pour les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Chamberlain appliqué à la lettre, on peut dire, et du coup il n'y a eu aucun État, aucun traité avec les États, quels qu'ils soient, Mussolini, Hitler, etc. Ou à peine si vous voulez. Et du coup, donc cette espèce de grand laisser-aller diplomatique qui assure la liberté de l'Angleterre, mais qui n'a pas empêché, et bien par la force des choses, la montée des périls des réclamations de Hitler. Alors ensuite, deuxième point sur la marine, le problème des équipages et de l'encadrement des équipages, c'est-à-dire des officiers. On assiste alors au remplacement des vieux officiers de marine de Louis XIV par des jeunes officiers qui ont été formés d'une autre manière. Ces vieux officiers avaient l'expérience des guerres, ils avaient connu les grands marins français, Jean Bart, Forbin,
du Gué-Trouin, des hommes de résistance physique qui avaient supporté, n'est-ce pas, les guerres renouvelées, des voyages au long cours. Donc on peut signaler ces officiers qui assurent l'encadrement de la marine de Louis XV au tout début de son règne. Il s'agit de la Ferté-Alard, Roquefeuille et Cour de la Bruyère. Celui-ci est né en 1664, celui-là en 1665 et celui-ci en 1666. On peut, je peux aussi vous indiquer la luzerne, Briqueville. Il sera un vice-amiral de la flotte française à 79 ans. Alors il faut remplacer ces hommes de l'ancienne école. On a pensé aux Canadiens, en particulier. Bon, et puis ensuite on a essayé d'assurer leur formation. C'est une formation très théorique, 10 ans d'études, peu de pratique. Ils vont apprendre les mathématiques, l'astronomie, l'hydrographie, les évolutions navales. Tout ça est très théorique, manque de résistance, et on aura parfois des échecs par mortalité juvénile, on peut dire. Par exemple, Dantin, en 1741, il meurt à 32 ans. Ou encore Danville, qui meurt en 1746. Lui, il a 39 ans. Donc une formation qui laisse à désirer. Il est bien connu, par exemple, que les officiers mariniers ne savent pas nager. On dira, ça ne sert à rien, qu'on sache ou qu'on ne sache pas nager. De toute façon, si le bateau coule au milieu de l'Atlantique, ça n'est qu'une question de minutes. Si on a réchappé, soit on est dans une chaloupe, soit on est accroché à une poutre, mais donc ça ne va pas durer très longtemps. Alors la campagne, ce qui va être plus délicat, n'est-ce pas, à gérer, c'est cette campagne contre l'hérédité dans la marine qui fait partie de la remise en cause de cette monarchie héréditaire, de cette noblesse héréditaire. On a considéré qu'il y avait une nécessité d'avoir des officiers qui soient de bonne expérience, qui soient compétents, et non pas forcément de noblesse ou de haute noblesse. Les officiers, les offices de marine sont couverts par la vénalité des charges. Et donc, on voit tout de suite que, comme pour les officiers de justice ou les officiers de finance, s'esquisse une carrière héréditaire. Le but, n'est-ce pas, était de remettre ceci en cause pour pouvoir avoir donc des officiers compétents. C'est l'œuvre de Roturier,
qui se réclament des meilleurs marins du XVIIe siècle, Duquesne, du Guitrouin. On peut parler de Truguet, Borda, le comte d'Estaing, Bougainville et Suffren. Sensible à cela et en même temps voulant finalement ouvrir les charges de la marine à la noblesse, le roi Louis XV donc va mettre sur pied cette école royale de la marine au Havre qui assurera donc des croisières d'expérience en plus d'une formation théorique. Le pensionnat est à terre, et puis, bien, comme les marins de la navale aujourd'hui, l'école navale, eh bien, ils font des croisières, à l'époque, ça n'était pas la Jeanne d'Arc, bien sûr. Malheureusement, cette expérience tourne court à cause de la mort de Louis XV, et elle ne sera pas continuée par Louis XVI. Il est certain que tous les ministres avaient insisté pour avoir des marins aptes. Je vous cite en particulier la plus célèbre de ces plaintes, c'est la lettre de Perrin de Morin. Perrin de Morin. Pardon. Secrétaire d'État à la Marine et qui donc a beaucoup poussé dans le sens d'une formation des marins pour une formation compétente. Un mot maintenant sur la guerre sur mer. 1713-1743, 30 années de paix, grosso modo. Prospérité donc, développement d'une marine commerciale et de tous les biens de consommation que l'on peut tirer des colonies. Sucre, café, thé, chocolat, épices, porcelaine, mousseline. C'est une période de grande expansion française qui gêne l'Angleterre, toute prête à en découdre avec la France à la fin des années 30, 1738. La guerre avec l'Espagne aurait été une occasion pour l'Angleterre de désorganiser les progrès maritimes français. Fleury aura une attitude défensive, on en a parlé. Il envoie bien une escadre en Amérique, du Sud, mais c'est pour protéger l'Espagne sans instruction offensive contre les Anglais. Et les Anglais ne prendront pas le risque de déclencher eux-mêmes les hostilités. Donc c'est 1739-1740. La prospérité est surtout le fait de la côte atlantique, Bordeaux, Nantes, c'est la grande époque des négriers. Le commerce triangulaire, Europe, Afrique, Amérique. L'Europe va chercher les esclaves en Amérique qu'ils payent avec des produits finis. L'esclave coûte en moyenne 500 livres. Puis celui-ci est amené dans les colonies américaines. Il est revendu entre 2000 et 2500 livres. Et là, on charge les produits coloniaux, épices et autres, métal aussi, matières premières, et on ramène tout cela en France.
les Africains sont les seuls ouvriers capables de travailler dans les pays chauds. C'est pour cela qu'on favorise cette traite des nègres. On doit dire aussi qu'il y a une certaine conception religieuse chrétienne. Ces Noirs passent dans une civilisation qui est chrétienne et pourront alors être évangélisés, baptisés et autres. De fait, on doit reconnaître que cet apport d'esclaves noirs en Amérique a donné naissance à une civilisation tout à fait particulière, la civilisation latino-américaine, où est réussi parfaitement un métissage entre Indiens, esclaves noirs et propriétaires, cadres blancs. Père André Vincent a un petit livre intéressant sur le développement et le droit des Indiens en Amérique sur cette période-là, n'est-ce pas, temps moderne et début de l'époque contemporaine. On envisage, on évalue à 20 000, 25 000 par an les esclaves transportés uniquement pour l'île de Saint-Domingue. À Nantes, 100 000 navires sont négriers. Ce qui fait une capacité de 37 430 esclaves. C'est au milieu du siècle, 763-66. À la paix d'Aix-la-Chapelle, en octobre 1748, Dunkerque va être désarmée, août 1749. Les conquêtes que Louis XV avait à réaliser, en particulier aux Pays-Bas, Anvers, Bouches-Blesco et Madras, seront rendues. En retour, l'Angleterre va rendre Louisbourg. C'est donc le statu quo pour les questions coloniales. Mais la guerre, la succession d'Autriche, a occasionné des pertes françaises très importantes. 23 vaisseaux, 9 frégates, 6 corvettes, 3 flûtes pour la bataille du Cap Sissier. Le 22 février 1744. Il restera 57 vaisseaux pour l'armée française, marine française, dont 10 en construction. La guerre de 7 ans, nous en avons parlé déjà. Les pertes coloniales françaises en Inde et au Canada s'avèrent extrêmement graves. Pour la guerre d'indépendance cela dit, si on doit faire le point, après cette guerre, n'est-ce pas? Pardon. Après cette guerre vient la guerre d'indépendance des États-Unis. Les Français ont été en partie poussés par la piraterie anglaise qui, en 1778, avait arraisonné 158 bâtiments français et qui a facilité le basculement de la France dans le camp des insurgés américains. Les forces en présence
France 48, Espagne 42. On voit donc l'avance nette que l'Angleterre a entretenue à cette époque. La marine française a joué un rôle essentiel. On soulignera des résultats de destin à Savannah, qui oblige les Anglais à évacuer Rhode Island, et ce qui permettra à l'amiral Ternois de débarquer Rochambeau, qui jouera un rôle essentiel dans les combats, en particulier dans la victoire décisive de Yorktown. Grasse, l'amiral de Grasse, va aussi jouer un rôle essentiel dans cette bataille en organisant un blocus qui obligera finalement la ville de capituler en 1781 et ce qui décide de la défaite de l'Angleterre. Malheureusement, la guerre a coûté horriblement cher. 948 millions pour la marine seule. Millions de livres. En particulier, on a eu quand même des pertes assez graves dans l'escadre de Grasse. La paix de Versailles du 3 septembre 1783 n'occasionne pas de remboursement de dommages de guerre pour les Français. Le seul avantage qu'on en tire, c'est que l'on peut assurer la pêche. Les Français sont assurés de pouvoir pêcher en Amérique. On doit noter aussi que parallèlement à l'Amérique, il y avait des manœuvres en Inde. C'est Suffren en particulier qui s'est illustré. À la fin de la guerre, on a, à la veille de la Révolution, le tableau suivant en tonnage. Ce sont les évaluations de Castries. L'Angleterre, 881 963. Les vaisseaux, leur nom est inconnu. La France, 729 000 tonneaux pour un parc de 5260. Les Provinces-Unies, très loin derrière. « 400 000 tonneaux pour 871 navires. Espagne, 149 000 tonneaux pour 1202 vaisseaux. L'Espagne est vraiment très distancée par les autres nations. Je vous signale aussi les pays scandinaves, Norvège,
Danemark. 386 pour 3600. Donc c'est clair, à la veille de la Révolution, la France et l'Angleterre caracolent en tête de très loin. Louis XVI s'est moins intéressé à la